Bien voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures et c'est le 25 mai, il y a 55 ans à cette époque-là, la Guadeloupe était, Pointe-à-Pitre était en grève et 2 jours après, c'était le drame, plusieurs Guadeloupéens étaient tués pour une grève des ouvriers pour 2%. Nous aurons l'occasion d'y revenir. De toute façon, nous sommes dans le mois des mémoires et les jours approchent. D'ailleurs, dans un instant, nous allons recevoir M. André Palamède, le directeur du centre de Moudong, avec lui, centre social de Moudong. Avec lui, on parlera un petit peu d'une manifestation qui se fait dans sa commune. Nous recevrons aussi Mme Bergina Frédéric, elle est secrétaire du Mouvement international des réparations, le MIR. Elle sera aussi avec nous un peu plus tard. Manuela Hernandez, elle est fondatrice de Les Chansons. Sinon, les chansons, on saura ce que c'est. José Thiourlepin, comme d'habitude, chronique, merci l'habitude. Jocelyne Nampry revient avec Coco et Zabriko et on va terminer avec Martine Fazer. C'est l'essentiel de nos invités. Sinon, pour l'actualité, on fera un petit tour du côté d'une comédie musicale sur la légende du lion, Lohan Duhamel, l'opération Solidarité Énergie EDF et la grève du SMEG. Peut-être est-elle suspendue. Olivier Félix nous en dira plus. Voilà un peu ce qui fait la une du ZCL News. Nous sommes avec vous, vous êtes avec nous. Je vous donne le proverbe du jour. Et tout le monde qui a aimé, on maman, c'est toujours maman, effectivement. Le sentiment maternel dure toute la vie. Même les mamans ont mort, quoi songer pendant longtemps. Merci à Didier Manette et à Odalia pour ce proverbe. Monsieur Palamède est arrivé, il est, je vous l'ai dit, directeur du centre social de Moudong à Bimao. André Palamède, bonjour. Bonjour Danick, bonjour tout le monde Guadeloupe, bonjour surtout les gens de Moudong, les habitants de Moudong, puisque le centre social est basé sur Moudong, sur la ville de Bimao. Et il sert à quoi ce centre social? Alors justement, pour nous, on pourra dire que c'est un plaisir, nous comptons, Jade-là, puisque c'est l'une des premières fois depuis que la maison de quartier de Moudong s'est transformée en centre social depuis à peu près 1 an. Et donc, c'est la première occasion qui nous est donnée sur les réseaux, sur les médias, de pouvoir présenter le centre social. Alors, le centre social, c'est une structure qui a vocation culturelle, socio-culturelle, socio-éducative. Et c'est une politique qu'a développée la CAF, on va dire, ces 12 derniers mois. Il y a une démultiplication des centres sociaux en Guadeloupe, puisqu'il y avait pendant des années un seul centre social et on a trouvé, on va dire que la CAF est en train de rattraper le retard par rapport au dispositif des centres sociaux et c'est tout à fait naturellement que la mairie de Bimao a initié un projet sur le centre social. Donc c'est le premier centre social qui se trouve sur le territoire de Bimao et nous allons très prochainement avoir un deuxième et puis il y a un autre dispositif qui s'appelle les espaces de vie sociale qui vont se développer également à Bimao. Mais pour répondre à la question, rappelez-moi la question là. Ah, voilà, c'est une question. Dans le cas nous avons une période d'année, un centre social qui n'y en a qui n'y, ça a fait au mois de mai. Eh bien, oui, sans sortir de là, c'est que le centre social a été planté dans un quartier et nous sommes en relation, en étroite collaboration, en partenariat avec les habitants, mais aussi avec les associations. Il y a une association qui va me rejoindre dans un instant, l'association MIR, Mouvement international des réparations, qui est implantée sur le quartier. Et on a trouvé tout à fait naturel de pouvoir présenter un programme d'activité sur le mois de mai. Donc, on a retenu 2 jours. Son lionnage que je fais, alors? Oui, c'est son lionnage, tout à fait. Oui, son lionnage que nous faisons. Et que nous trouvons ça incontournable que nous faisons en bout de chemin ensemble. Et donc, c'est ces raisons-là ça que nous avons mené des actions en place. Alors, l'autre question que pose là, avant nous revenir à cette manifestation là lui-même, c'est citoyens bémaotiens là, ou mondonguiens là, qui rapport aux ONI en tant que centre social éveillé, qu'est-ce qu'on a fait en plus que qui pas de café et qu'est-ce qu'on a fait quand il est là? Alors, quand on a dit, avant, nous avions une maison de quartier à Moudong. Nous transformer en centre social. Et pour payer un centre social, on a un cahier des charges. Il faut un responsable, un directeur qui a des qualifications. Ça, c'est un. Deuxième but, il faut absolument aussi un référent famille qui faut une qualification aussi. Et troisième poste qu'il faut dans un centre social, c'est un agent d'accueil. D'accord. C'est-à-dire que
tout ça, et maison de quartier, là, tu as fait avant, nous avons continué à faire, mais ça nous a créé, et un grand français, nous a créé son VA, en valeur ajoutée. Ouais. Nous mettons en plus à ces qualités, à ces activités-là que nous avons. Ça dit quoi passer des amateurs professionnels? On ne peut pas dire ça comme ça parce que les collègues qui étaient en maison de quartier, là, c'est des professionnels, mais en vidéo, c'est qu'en fait, ça pour nous retenir dans le centre social, c'est que les habitants qui jouent un rôle fondamental dans l'activité en centre social là. On est bien à l'aise pour parler de ça parce que le premier poste en moins, en tant qu'animateur socio-culturel, c'est à tenir dans un centre social à Poissy. C'était des manières, enfin, des bulletins différents. Quoi. En fait, c'est des bulletins différents. Nous, on a proposé l'activité, c'est mon a venir, il pas venir, mais là, dans son social là, c'est Yo qui a dit, monsieur, madame et tel, on voudrait faire ça, voilà ça. Ouais. Bien évidemment, et en tant qu'animateur culturel, nous avons toujours fait en sorte que... direction quand même. Oui, oui, parce que... Guidonner, voilà, parce que si nous disons d'accord, nous avons baqué pour... Et commémoration de Saint-Scavaille, c'est parce que nous avons senti qu'il faut que ces mondes-là, les grands mondes, ces mondes, tout ça, que nous fassions appel à l'histoire de Guadeloupe. D'accord. Et donc, si nous avons un petit peu aussi guidonné, mais il faut rester fondamental dans le programme d'activité. Référent famille, là, enfin, on dit quand il y a un référent parent dans le centre social là, il est en permanent ou bien il vient de temps en temps? Ah non, ils sont monde qui est permanent, ils sont monde qui est permanent avec nous. D'ailleurs, c'était un ancien responsable à la maison de quartier à Moudong, et qui c'est Chimène. C'est lui qui référent famille là, c'est-à-dire, comme on va dire, c'est toute bitin famille ni qui était voulu et ni aux oreilles, aux épaules, il y a venir côté référent. Pour la fête des mères après vont vite alors. Eh bien, c'est-à-dire que il faut dire que Covid l'a mêlé nous. Covid l'a mêlé nous puisque nous partons d'un temps font bon lienage avec toute population là pour y nous, mais c'est ça nous voulons. Parce que quand on regarde nous peut proposer, mais tiens, mais c'est-à-dire que ça mieux que si c'est mon là qui dit nous, voilà, nous avons fait ci, nous avons fait ça, nous avons fait ci. Ce qui fait que samedi dernier, nous étions dans fête des voisins. Et ces gens là baillé la voix parce que il y a l'autre gens qui participait à des manifestations là, ça ces gens là baillé la voix et ils font une poésie qui cadré avec fête des mères et en même temps cadré avec l'histoire Guadeloupe. Ah d'accord. Et donc M. Palamètre, ça veut dire que dans d'autres communes qui ont des centres sociaux comme ça, la CAF qui a démultiplié ça dans les autres communes ou bien son faveur au Babemao? Mon cher Daniel, encore penser que émission là, ça faut qu'il consacre en journée pour les centres sociaux. Puisque dans un centre social, et qui a fait à peu près 20 ans, le premier centre social a créé, et en l'espace de, on veut dire, dès l'année, nous, encore environ près de 15 centres sociaux en Guadeloupe. En tout pays là? Tout pays là. Ni Bastet, ni Zabim, ni à peu près 3. Est-ce qu'il y a ni Saint-Claude? Saint-Claude, ni un projet. Saint-Claude, ni un projet de centre social. Et enfin, à terme là, et là, on a additionné centre social et espace de vie sociale, qui veut dire espace de vie sociale, sont des anti-champs centre social. On espace de vie sociale peut venir en centre social, mais il faut répondre à cahier des charges là. Mais là, on a additionné les centres sociaux en Guadeloupe et les espaces de vie sociale que la CAF a raidé. Il faut compter à peu près plus de 100 structures consacrées en Guadeloupe. Ah, quand même. Ah oui. Ah oui, ça a un maillage. Oui, mais ça a révolutionné l'activité sociale et socio-culturelle, socio-éducative en Guadeloupe. Mais on va dire que, on ne peut pas parler pour la CAF, mais en tout cas, ça a été bien qu'effectivement, nous avons une mission qui a parlé de ça. Et d'ailleurs, il y a quand même dit que nous avons une quinzaine qui prévoit au cours du mois de juin pour parler, pour bailler la voie, pour faire promotion à sans sortie d'Idal, tous les dispositifs de centres sociaux et espaces de vie sociale. D'accord. Bon, mais c'est peut-être un bon meeting pour la Guadeloupe, pour les familles, les petits monde qui sont dans ces quartiers-là, qui disent parfois, parce que tu es avant, tu es des MJC. Mais c'est ça, les gars, parce qu'en ça, quand sont militants à MJC, c'est exactement ça. Parce qu'en tout cas, ça avant-hier, les gars disent, mais centre social à trouvé, c'est une mentalité à MJC là. C'est-à-dire les MJC t'es fonctionner en fonction des besoins, des activités que les jeunes mettent en place et ils ont fonctionner. Donc les centres sociaux ont trouvé un lien d'âge là ça, dans l'arrêt là ça. Ouais, c'est nécessaire. Oui. Et donc pour ces jours-là ça, donc mon alumni est invité, mais on ne sait pas si il prie à dans embouteillage. Oui, c'est ça. Dis-moi il prie à dans embouteillage. Ah, c'est ça. Oui. Parce qu'il est aussi loin. Oui. Et donc quand il y a une manifestation à l'endroit il soit un pays là.
Oui. C'est au soir là, quoi. Ah bien justement, c'est que alors déjà nous excusez-nous au niveau à les usagers puis monde qui a une information là petit peu tard parce que nous savons que ni l'autre manifestation ni monde qui prie qui j'ai pour moi avec d'autres organisations. Donc, c'est au scola, nous avons une belle conférence à côté de 6h30, 18h30, au centre social de Moudong. Et quand les gardiens de l'ENA, avait MIR, le Mouvement international des réparations, avait un conférencier qui c'est Luc Renet. Ouais. Alors, pourquoi Luc Renet? C'est que si les gens ont songé, en 1998, Luc Renet avait organisation, il a fait une reconstitution extraordinaire à Matouba. Ouais. Et en là d'ailleurs. Et donc, c'est des gens qui travaillent en l'eau assis, toute péripétie à, nous dit, à toute la guerre qui était en Guadeloupe en 1802. Mais 1802 sont moi qui fait un lot sans couler en Guadeloupe. Ah, et je là justement le 25 mai, c'est jour anniversaire malheureusement à moi Ignace, qui était et ben la mort à si ben donc commune qu'on connaît quand même. Qui laisse là? La Ignace, la Delgrès. Ah oui, Delgrès, mais bien sûr, c'est commune Saint-Claude. Bon, Ignace, c'est tout près là, c'est à Bainbridge. À Bainbridge, oui, c'est le 28 mai, donc c'est là aussi que Delgrès et tout soldat, il était baillé en mort, et qui a trouvé assis l'habitation Anglemont. Et alors, il faut les gens essayer d'écouter aussi bien les habitants en Cabaye parce que nous avons une randonnée à Cabaye, mais à ces randonnées-là, nous avons une location. Nous avons un quiz, nous faisons un quiz aussi. Nous faisons un quiz. Alors, quand ça, c'est une randonnée quiz, bon, moi, dis-moi. Alors, avant de passer à la randonnée quiz-là, nous avons fini la conférence-là. Alors, cette conférence-là, qui a commencé à 6h30, et l'association MIR, qui nous a fait une collaboration avec eux, fait une très belle exposition. Ouais. Donc, dans ça, à Centre social, là, nous avons une belle exposition qui a commémoré justement toute la traite de l'esclavage, mais aussi qui a mis devant les inventeurs noirs. Ouais. Et donc, ça crée une occasion pour les gens qui viennent en conférence là, et les gens qui veulent venir, même si ils ne sont pas en conférence là, c'est une occasion pour qu'ils venir voir aussi toute exposition là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, la conférence a commencé à 6h30 avec un conférencier Luc Renet et bien évidemment et avec l'association MIR pour nous animer la conférence là. Deuxième meeting que nous avons proposé, la mairie et Bemao mettait en place, il y a quelques années de ça, un circuit qui était prend et Chimèque et Ignace Teke, pas historien, mais on veut dire que d'après les recherches que les historiens font, Ignace Teke passait assis Baudelaire à Bemao avant d'arriver à Bainbridge. Donc, ça qui fait qu'un certain nombre de collègues mettent en place un circuit qu'ils ont inauguré, qui a fait quelques années. Donc, nous avons parti dans le centre social là, à Moudong, et nous avons prêté tout chemin là, ça, pour nous arriver justement en bout de côté, ça, il y a créé Birmingham. Et là, nous avons justement un espace dédié à Joseph Ignace. Et dans tout parcours là, ça, nous avons mis des questions, donc randonnée quiz, donc il y a plusieurs stations. Et les gens qui j'étais en haut à droite pour regarder, si vous voyez une bouteille que nous mettons, on mettait plastique, et dans une bouteille plastique là, il y a une question, et il peut répondre à ces questions-là. Et pendant tout le parcours-là. Et ça sont des questions, bien sûr, qu'il y en a, j'avais toute l'histoire à Guadeloupe. C'est ça, quoi, qu'il y a randonnée quiz-là, sur les traces des combattants de 1802. Tout à fait, oui. Bon, donc, mais ça, c'est randonnée quiz-là, c'est le vendredi, ça? C'est vendredi 27. Oui. 27. Conférence, ça, c'est au soir là? Conférence, c'est au soir là. Et randonnée là, c'est vendredi. Randonnée là, c'est vendredi 27. Oui. Et avant, donc c'est Grand Bonnet matin parce que nous savons qu'on a d'autres organisations parce que nous avons même café. Mais c'est pour ça que nous avons proposé aussi Grand Bonnet. Et alors, nous avons profité pour dire ces gens-là de mener Timonayo parce que c'est bon en randonnée qui. Non, c'est un équipe là qui n'est pas Bémao, à part Saint-Claude. Il y a une équipe là Bémao, donc ça qui fait que. Quand c'était Saint-Claude, c'était un autre bidon. Ah oui, c'était que Saint-Claude, c'était que d'autres
d'ombre, on va dire, mais c'est un anti-circuit très simple. Et d'ailleurs, c'est très cool. Oui, bien sûr. Et bon, ça qui fait toute convivialité, nous pouvons faire des arrêts, nous pouvons parler, nous pouvons des gens qui posent des questions, nous pouvons répondre à des questions aussi. Donc, ça qui fait que ça qui fait vendredi. Mais nous avons aussi attiré l'attention à les gens qui viennent à marche là. Il faut mettre des souliers adéquats, il ne faut pas mettre talons aigus. Nous avons un petit bain de l'eau aussi à ce parcours là. Et ça qui a fait que là, il arrive en bout à parcours là, il peut obligé et tout l'esprit à eux, puisque nous mettons en petit minibus pour ramener au point de départ. D'accord. Donc c'est ça que nous prévoyons pour le vendredi 27 mai. Bon. Mais je crois que mon Béogina, quand il rentre là, puisqu'il finit par sortir dans randonnée à transport en commun et compagnie, et arrivé. Et mon Béogina, c'est membre aussi à le mouvement international de réparation. Et quand il est là, c'est en lien avec vous que il veut ça. Béogina Frédéric, bien bonjour. Bien, bonjour Danick. Excusez-moi déjà. Mais non, excusez-vous, nous connaissons. Ça ne va pas expliquer au fait. Non, pas l'habitude à moi du tout. Ouais. Alors, bon, nous, puisque André Jabon nous a dit qu'il a fait là, le mieux, alors ni monde qui passe, le mieux à part le mieux en créole, quoi dire le mieux, c'est le mouvement international de réparation. Est-ce que vous avez des petits mots assis pour les gens qui passent à Kassaï? Le mouvement international pour les réparations, nous sommes en association. Au-delà, nous avons pour reconnaître tout droit à afro-descendants, pour reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. Ça, il a déjà fait ça, d'accord? Oui, mais il faut y aller plus loin. C'est-à-dire que la loi mémorielle, ça très bien, mais nous, au niveau du mur, toutes les murs, nous avons exigé sans réparation financière. Pas d'avoir ça qui fait là dans les années 1800. Et avant, c'était vraiment un crime en abomination. Donc, pas de raison que les gens qui commettent des crimes eux-mêmes, ils peuvent reconnaître ça comme crime et que, genre, 10 jours, ils n'ont pas envie de payer. Ça, ils ont fait geste à eux, tribulation, souffrance, que ils battent des hommes et femmes et qui ne peuvent pas demander pour mon aïen, si mon aïen, ça te vie à eux tranquille, mais sous le pouvoir de l'argent, de faire monter le capitalisme à eux, ils ont décidé de mettre des gens en bas jouk et traiter eux pire que des chiens, comme des meubles. Ouais. Voilà. Donc nous avons pour ça, pour nous rattraper les réparations financières. Ça, c'est le motif. Ce n'est pas une raison que les autres attrapent toute qualité de réparation et que les ancêtres en nous, il n'y a pas ni réparation, alors que eux-mêmes qui dit c'est un crime. Tout à fait. Et on passe aussi autant de ça, mais depuis 2-3 ans, il y a une information qui a circulé à l'argent que les Haïtiens payaient l'État colonial français après abolition de l'esclavage en bas. Enfin, même pas abolition, après que Haïti prend l'indépendance. Et ils ont chiffré ça à plus de 500 millions de dollars. Que Français pour en mettre à ces Haïtiens-là depuis 1804, date de l'indépendance à Haïti, et ça a appauvri Haïti. Exactement. Et donc, le monde a bien comprendre que c'est ces crimes-là, ça qui fait. Et l'argent-là, c'est que vous passez ça, pour un moment donné que... pas ni raison que c'est un seul petit monde qui récupère l'argent, qui récupère la fortune, lorsque nous savons très bien, c'est ces gens-là, justement, qui mettent famille en nous en esclavage, qui fait souffrir. Donc, pas ni raison que, pas ni en réparation par rapport à ça. Oui. Alors, pour venir à la manifestation, alors, on a regardé 2 ou 3 portraits, il y a des inventeurs nègres, des gens qui font des butins, parce qu'on ne peut pas savoir qu'on a des nègres qui en Afrique, qui en Guadeloupe, qui aussi aux États-Unis, ils ont inventé un paquet de butins. Et ça aussi, il y a une exposition à ça. Mais Danick, c'est normal que les gens ne pas savent ça, parce qu'ils ont arrangé dans l'histoire, dans le livre, dans le marqué, pour amputer l'histoire en nous. Et c'est celle peuple nègre, peuple kamite, que l'histoire a amputée d'une manière aussi abominable. Tout à fait. Donc c'est normal que nous pas ni connaissance et c'est normal que si nous nous la pas ni pour référence et que yo ka comprendre ni un petit monde qui dit moi pas ni longtemps que les noirs sont des couillons.
Ouais. Alors, ou qu'à comprendre qu'elle est anti-moun ka dit ça, eh ben, où il y a un travail réel à faire. C'est qu'ils font travailler en l'état déjà. Hein? Oui, et en l'état familial. Ah oui, exactement. Et ce travail-là, ça nous a mené depuis, c'était avant Covid, 2 ou 3 ans quand même. Ouais. Et ben nous décidé de rétablir l'histoire en genre à nous. C'est-à-dire que nous avons mis des panneaux. Oui, c'est des héros. Mais il faut ni héros de les deux côtés, du bon côté et du mauvais côté. Pas ni raison que c'est des héros qui, parce qu'ils ont fait des bons bitins, ça veut dire que c'est des gens extraordinaires. Alors, ils ont fait des bons bitins. Eh ben, nous décidons de mettre toute vie ça dehors. Et là, nous faisons des panneaux, là, nous mettre Jules Ferry, nous mettre Victor Hugo. Oui, c'est ça, c'était des héros, mais c'était des héros français. Oui. Mais lorsqu'on a tourné, ben, on a venir d'autres bitins, ben, c'est nous, c'est ça, nous Jules Ferry, là, l'école, on montre Jules Ferry, c'était un dieu. Un dieu qui créait l'école, etc. Alors que c'est ça, c'est des gens qui étaient des racistes, il faut dire. Oui, mais c'est ça même. Et qui mettaient, on série mauvais idée en tête à Guadeloupe, tête à nègre, qui fait qu'on le nègre pas aimé, nègre quoi, ouais, complot à nègre, etc. Mais en réalité, son travail qu'il fait en l'esprit en nous. Tout à fait. Et qui fait que, là, nous avons nos difficultés pour nous aimer nous, parce que ça aussi, c'est important. Alors, nous avons la question que tu avais posée avant, nous ont-ils en tout, c'est que nous avons notre manifestation qui a fait à l'endroit des femmes. Oui, ça c'est le 26. Hein. Le 26. Oui, nous associés avec d'autres organisations, APG, UPLG, CIP, NFKNG, APG, ANG, en cas on peut oublier PCG. Tous les G. Donc nous faisons une sorte de bloc et nous dit, l'on est là, ça, ben, nous avons marché ensemble. Nous avons marché ensemble pour nous mettre nous à l'honneur, et particulièrement femmes, parce que c'est vrai que tenir la guerre de Guadeloupe, mais il ne faut pas oublier que la guerre de Guadeloupe, tenir non, mais tenir surtout femmes, et qui femmes qui font un bel travail, qui fait que jour jour, ben en là devant, on peut parler. Et c'est grâce à l'homme, mais aussi grâce à femmes que ça fait des femmes qui étaient résistantes, qui mettent vie à eux en péril, qui mettent famille à eux en péril. Donc, le 26 au 4, nous avons une exposition aussi sur les femmes résistantes, et nous avons une conférence aussi les soirs à 18h. Là, ben, c'est qu'il y a une belle parole, un beau cantage. Donc, on a invité justement pour le 26 à venir ça, parce que c'est un moment que nous ne pouvons pas rater. Oui. Alors, André, puisque nous avons bout là, rappelez donc les rendez-vous qui est quand même à Bémao. Alors oui, c'est ce soir à 18h30 au Centre social de Moudong. Donc vous êtes invités à participer à la conférence qui sera animée par le conférencier Luc Renet. Donc, comme je disais, c'était avec un partenariat très appuyé avec le MIR. Et puis, il y a qu'à profiter pour dire le MIR, merci en lot des collaborations là, ça. Et surtout Marie Capote-Manèvre, tout bonnement. Marie Guadeloupe. Ah oui, Marie Guadeloupe Capote-Manèvre. Oui, Marie Guadeloupe Capote-Manèvre. Vraiment, nous remercions en lot. Oui. Et puis, le deuxième rendez-vous, c'est le vendredi 27 mai. Une randonnée quiz, enfin oui c'est une randonnée quiz qui partira du centre social de Moudong et qui va, comme je l'ai précisé, qui va enlacer les rues de Bémao, un peu sur le parcours que les historiens disent que Ignace a emprunté pour arriver au niveau d'un espace qui sera dédié à Ignace. Donc, le rendez-vous, c'est à 6h30 pour qu'on puisse partir à 7h et pour que les gens puissent être libérés avant 10h. Une petite... on va distribuer des bouteilles d'eau au départ et un minibus va ramener les gens sur le point de départ. Bien. Ben, un dernier mot peut-être. Ah oui, au fond, ça c'est important, Dan, excusez-moi. Non, mais on travaille de transmission. Oui. Mais on travaille de transmission que nous devons faire si jeunesse en nous pour nous et nous avons dit qu'il ne faut pas honte ça et travail là ça a passé par là. Il y a des gens qui ont toutes d'autres qualités, il y a des droits de vie, il y a des droits aussi de faire ça en vie. Parce qu'il y a aussi des obligations, des droits, mais il y a contre tout le monde. Donc c'est un travail de transmission qui est très très important pour ces gens-là. Et justement, en cas de ces familles-là, profitez, viennent au souhait là. Parce qu'il y a un bel beau comptage et qu'il y a des panneaux qui sont formidables que ces petits-là doivent être. Ça nous voit un petit peu à cette année-là, et ça qui vaut le déplacement qu'on soit là, en centre social là, il y a donc nous, tout le monde là, ok? Ben, nous, merci. Merci Virginia, merci André Palamède. Et 12h54, nous avons un premier petit campo. Et nous avons retrouvé tout à l'heure, la restant, les invités qui sont Manuela
Hernandez, José Thiolepin, Messi Labitide, Jocelyne Boucaud, Coco Isabrico et Martine Fazéo, la culture selon Martine, le mercredi, c'est très culturel là, dans cette série news-là. Nous allons continuer tout de suite. Voilà, il est déjà 13h01 et José Thiolepin est déjà là. Bonjour, Madame Gipon. Bien bonjour, Danick, bien bonjour tout le monde. L'équipe était encore parler nous aujourd'hui là. Aujourd'hui là, nous allons parler de, comme nous savons dans moi mémoire, moi résistance, costume là, nous allons garder concis ici un élément à résistance. Donc le costume, élément de résistance. On en parle dans un instant. On reçoit aussi Manuela Hernandez, bonjour. Bonjour Dani. Comment s'appelle Manuela? On devrait dire Buenos Dias. Oui, on devrait, vous pourriez. Oui, Buenos Dias. Et elle va nous parler de les chansons. Alors les chansons, je l'ai appris, c'était un militaire qui était chargé des boissons au temps de la royauté, c'est ça? Exact, c'était la personne qui était en charge du service des boissons. Des boissons. À la Toutes sortes table de des boissons têtes ou les boissons alcoolisées seulement? Toutes les boissons, puisque de toute façon, elles devaient toutes être testées avant, enfin goûtées avant. Mais c'est vrai qu'il y a une particularité sur les alcools et le vin en particulier à l'époque. D'accord. Et donc, vous avez monté une sommellerie privée qui s'appelle Les Chansons. On va en parler dans un instant, puisque c'est pour ça que vous êtes invité aujourd'hui. Sinon, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est un rappel, une répétition d'une comédie musicale, La Légende du Lion, je sais pas, du Roi Lion, pas Téné Lion ici, mais enfin bon, on regarde quand même. Alors le spectacle reprend en grande ligne l'histoire du Roi Lion avec quand même de belles nouveautés, de nouvelles chansons et des nouvelles chorégraphies, une nouvelle manière de voir l'histoire, de la découvrir ou de la redécouvrir. Et voilà, ça met à l'honneur l'art de la comédie musicale, c'est-à-dire le chant, la danse et le théâtre. Alors moi, c'est ma première année que je me dédie complètement au monde du spectacle. Et là, ce rôle de Scar, ça fait maintenant presque un an que je le fais, puisqu'on a joué ce spectacle en tournée en métropole tout le mois de décembre et une partie du mois de janvier. Alors moi, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment d'incarner un rôle, un personnage et de laisser le train-train quotidien dans les coulisses et de monter sur scène et de rentrer dans un espace-temps commun avec le public où tout le monde oublie ses soucis du quotidien et on est juste là pour rêver, quoi. Et ça fait 20 ans maintenant que je fais ce beau métier et mon métier en fait consiste à donner de la joie aux familles et aux enfants. Le plus difficile, c'est de ne pas avoir joué pendant 2 ans à cause du Covid, mais sinon toute la partie créative de ce spectacle, c'était que du bonheur et le jouer, c'est que du bonheur aussi. Donc voilà, juste on est heureux de revenir en Guadeloupe pour jouer ce spectacle et offrir ça aux familles et voilà, c'est ça qui fait notre bonheur, vraiment. Voilà, on y reviendra. Alors, je vous l'ai dit, on reçoit donc la jeune Hernandez Manuela de son prénom. Et donc, elle a monté Les Chansons, c'est bien le nom. Oui. Pourquoi on a choisi ce nom-là d'abord? Je cherchais un nom qui traduise l'élégance que je vois dans le rhum. Et en faisant des recherches sur le métier de sommelier, parce que c'était un petit peu ça la base de toute cette aventure, je suis tombée sur Les Chansons et j'ai trouvé que ça correspondait bien. Bon, alors, comment ça s'organise, Les Chansons aujourd'hui? Parce que, bon, on sait qu'on connaît la valeur du rhum, il y a tout ce qui tourne autour depuis longtemps. Même dans l'histoire même de notre pays, le rhum a joué un rôle assez important. Comment Les Chansons s'inscrivent dans cette dynamique? Alors, Les Chansons, c'est ma façon à moi d'œuvrer pour que le rhum soit reconnu comme un produit de luxe, un produit haut de gamme, chose qu'il est, mais que trop peu de personnes voient en lui. Et c'est un peu de là que ça part. Donc, le concept un petit peu de l'entreprise, c'est, comme je l'ai dit, une sommellerie privée. On va avoir 3 types de prestations autour desquelles s'organise l'activité. Donc, le personal shopper, c'est un principe très simple qui permet aux clients d'avoir un intermédiaire qui va leur trouver des bouteilles rares. Parce que en Guadeloupe... Des bouteilles rares? Oui, rares. Parce que en Guadeloupe, par exemple, on a beaucoup surtout ces temps-ci, d'éditions limitées qui voient le jour. Donc des éditions limitées à 2000 exemplaires par exemple ou à 5000, ce qui est en fait très peu quand on le prend à l'échelle du monde. Et donc ça va permettre à n'importe quel client de passer par nous et qu'on lui trouve cette bouteille qui est rare, qu'on ne fait plus, qui est en édition limitée et qui l'obsède parfois parce que l'histoire... Ce qu'on appelle le vieux rhum?
Alors, non, c'est pas tout à fait ça. Alors, ça peut être du rhum blanc de toute façon, ou du rhum vieux, peu importe. Il n'y a pas de distinction à ce niveau-là parce que justement, et ça peu de personnes le savent, il y a des rhums blancs qui sont d'une qualité exceptionnelle et donc qui méritent aussi d'être valorisés. Donc ça veut dire que déjà, les chansons fait, j'ai envie de dire, un tour même d'horizon des rhummiers de Guadeloupe ou des rhummiers en général? En général, du monde entier. Oui. Mais effectivement, bon, actuellement, je suis en Guadeloupe, donc on commence par la Guadeloupe. Et effectivement, en travaillant avec les rhummiers, avec les cavistes, avec des collectionneurs aussi, on cherche à mettre en valeur le rhum. Alors, est-ce que les rhummiers ont compris la démarche? Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, ils sont tout à fait ouverts à ça. Je n'ai pas fini de faire le tour d'ailleurs de toutes les distilleries, mais tous ceux avec qui j'ai échangé jusqu'à maintenant sont partants pour ce combat un peu pour la valorisation du rhum. Alors, Voilà. donc, vous avez dit, la première prestation, c'était le personal shopper. Voilà. La deuxième prestation? Deuxième prestation, le caviste privé. Donc, c'est de la constitution de cave, comme on le fait déjà dans le monde du vin. Oui. On va le faire pour le rhum aussi, parce que selon la volonté du client, on peut partir sur des démarches totalement différentes. Si on est sur un client qui souhaite constituer une cave qu'il va léguer par la suite à ses enfants, c'est une démarche particulière. Si on est sur quelqu'un qui veut investir dans un premier temps et revendre les bouteilles dans quelques années, c'est encore autre chose. Et si on est sur de la dégustation pure, c'est une troisième démarche qui peut illustrer un petit peu ce... Une bonne cave, c'est combien de bouteilles à peu près? Alors, il n'y a pas de règle, mais pour commencer, une petite cave de 4 ou 5 bouteilles, c'est déjà bien. Oui. Oui. Il y a déjà des cavistes en Guadeloupe? Bien sûr, oui, il y en a. Oui. Il y en a beaucoup. Vous en aviez un la semaine dernière, François-Xavier René Boisneuf, du coup, qui dans son épicerie fine... Ah oui, c'est vrai. C'est un caviste. Et la troisième... La troisième prestation, c'est ma préférée. Alors, c'est un membership, donc un abonnement annuel, qu'on appelle conseiller personnel, et donc qui permet aux clients d'être assistés toute l'année dans un peu cette nouvelle façon d'apprivoiser le rhum. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une immersion pour lui permettre de voir le rhum comme vraiment un produit de luxe. Donc, il y a toutes les prestations précédemment citées qui font partie de l'abonnement, mais on va également produire du contenu exclusif à destination de ces clients-là, donc des articles évidemment, mais aussi des films, des documentaires, des interviews. Il y a un documentaire qui est sorti récemment. Oui, que j'ai vu, qui est très bien. Ouais. Et là, pour assimiler ça à quelque chose qui est peut-être plus connu, on va avoir un petit échantillon de Netflix, mais uniquement sur le rhum, et qui va permettre d'aller un petit peu plus loin que la vision qu'on peut avoir de prime abord, de creuser certaines questions, de le valoriser de différentes façons et d'ouvrir un peu les horizons à ce niveau-là. Donc, alors, du point de vue de l'excellence du rhum, j'imagine que le rhum est équivalent à n'importe quelle autre boisson, que ce soit whisky, vodka, etc. Oui. Au niveau international, ça commence à prendre? Ça commence à prendre, oui. Alors, d'ailleurs, je trouve que ça a pris à l'international avant de prendre ici, et c'est un petit peu... c'est ça qui m'a motivée. Les rhummiers sont toujours mal chaussés. C'est ça. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui m'a donné un peu le déclic, c'est que l'idée, l'idée de valorisation du rhum au global, je l'ai eue pendant mon master, donc en France hexagonale, en grande école de commerce, où on a fait un petit tour d'horizon des spiritueux et on a parlé du rhum très brièvement. Oui. De là, j'ai tout de suite compris. Il y a eu un déclic, quoi. Oui. Alors, qui j'en fait ou pas parler des rhums nous? Oui, voilà. Alors que précédemment, on voyait en cours quels étaient les critères, les codes qui faisaient qu'un produit ou un service faisait partie du luxe ou non, enfin, était assimilé au luxe. Et tout de suite, je me suis rendu compte que oui, c'est le cas et que c'est quelque chose qui n'était pas assez mis en avant. De fait, j'ai cherché un petit peu à m'y intéresser de plus en plus. J'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de festivals qui étaient organisés autour du rhum en Europe, alors qu'en Guadeloupe, toujours pas. Oui, mais le rhum en Guadeloupe, malheureusement, c'est un petit ponchon sec, etc. Voilà, ça ne va pas au-delà. Il faut juste éduquer, un petit peu informer le public pour qu'il se rende compte de la richesse qu'on a déjà ici. On va regarder une petite vidéo sur la question et on revient vers vous.
Explication. Explication. Alors, c'est un petit film promotionnel qui a été dévoilé sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines et qui retrace un petit peu un voyage que j'ai fait très récemment, donc en février, en République dominicaine, où je suis partie à la recherche de cigares pour mes clients, justement, parce que l'un des intérêts du rhum, c'est qu'il peut aussi être associé Au cigare. au cigare, voilà. Et comme la République dominicaine est aussi un de mes pays de cœur, puisque du côté de mon père, on est originaire de la République Qu'on dominicaine. s'appelle Hernandez, oui. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai voulu mettre en valeur ces deux produits qui me tiennent à cœur, donc le rhum et le cigare. Et le cigare. Alors, l'autre chose, c'est que sur le plan international, souvent, il y a des salons de l'agriculture, des choses comme ça, et on voit que les rhums antillais, d'une manière générale, et de Guadeloupe sont souvent primés. Ça veut dire que la valeur réelle du rhum commence j'ai envie de dire, à s'exporter dans des pays différents. Bon, on a dit qu'en Guadeloupe, pour l'instant, on était encore au basique, mais... Alors, la Guadeloupe et la Martinique aussi sont toutes les deux très très bien placées au niveau du rhum à l'international. Mieux que Porto Rico? Alors, oui. Alors, en fait, on a de toute façon trois on a grands Porto Rico, on a Cuba. Oui, le Venezuela, la République dominicaine aussi. Oui. Et même en étant à moitié dominicaine, je dirais quand même que le rhum des Antilles françaises est quand même... C'est incomparable. Ouais. Et ça, tout le monde ça dépend des goûts, mais on ne peut pas discuter la place qu'a le rhum agricole dans le monde. Oui. D'ailleurs, la Guadeloupe a une IGP et la Martinique une AOC, et elles ont été les premières à en avoir pendant très longtemps. Enfin, c'est assez incomparable. De toute façon, au niveau mondial, la Guadeloupe et la Martinique sont très très bien placées. Donc, et c'est d'autant plus dommage du coup qu'ici, on ne soit pas encore assez dans la valorisation du produit. Enfin, on y arrive de toute façon, petit à petit. Oui, grâce à les chansons peut-être. Entre autres, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice, mais je ne suis pas la seule de toute façon. Et les rhummiers, eux aussi, font de très très belles choses depuis longtemps. Donc, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Je pose la question quand même si vous m'avez dit de ne pas la poser. Quel va être le rôle de les chansons dans la route du rhum? Alors, on y travaille. Hier encore, j'étais en discussion avec des équipes par rapport à ça. Ce matin encore, donc on y travaille. Ça veut dire qu'il risque d'avoir un stand de chansons à Saint-Malo et un en Guadeloupe? Et en Guadeloupe, oui, peut-être. Ouais. Si tout se passe bien. Oui, si tout se passe bien. En tout cas, on vous le souhaite, qu'il y ait des jeunes qui peuvent valoriser un petit peu. Alors, juste une toute dernière. Oui, José? Le nom interpelle. Ça serait bien qu'on puisse avoir quelques éléments de compréhension de ce nom. Les chansons expériences? Oui. Alors, pour reprendre, c'est les chansons, donc le terme basique, c'était, entre guillemets, l'ancêtre, le pionnier, le prédécesseur du sommelier. Donc aujourd'hui, on parle de sommelier, mais initialement, le nom de cette activité, cette profession, c'était sommelier. Voilà. Pardon, les chansons. Les chansons. Les chansons, c'est un officier chargé. Exactement, c'est ça que je voulais qu'elle dise. C'est ça que je voulais qu'elle dise. Historiquement, les chansons ont une place particulière. Exact. Voilà. Une dernière chose, j'avais posé la dernière question. Dans les rhums guadeloupéens, lequel est le plus? Je ne pourrais répondre à cette question. Ah bon? C'est une question interdite? C'est une question interdite, oui, peut-être, parce que de toute façon, moi, je ne travaille pas pour une distillerie plus qu'une autre. Mon combat, c'est vraiment de valoriser le rhum au global. Voilà. Oui. Et de lui donner un peu la place. Alors, question à l'envers. On parlait des cavistes pour le vin. On sait que, par exemple, dans certaines caves à Bordeaux, on peut trouver des vins de 1830, 1840, etc., qui dépassent plus de 50 000 € la bouteille. Quel est le prix du maximum d'une bouteille de rhum ancien aujourd'hui en Guadeloupe? Ah, en Guadeloupe? Oui. En Guadeloupe, de ce que j'ai vu, c'est une très bonne question. On est au-delà de 4 000 €. 4 000 €? Je crois, oui. Ouais. En Martinique, alors il y en a une qui a été vendue aux enchères, qui a été vendue, je crois, en 2016. Aux enchères, qui est un produit absolument exceptionnel. C'est de la maison Clément. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Et on était, je crois, à 100 000 €. 100 000 €? Voilà, aux enchères. On va y arriver en Guadeloupe. On va espérer ça. Oui. OK. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias.
Hasta luego. On passe tout de suite à Mon Jupon. Générique, c'est parti. On va parler du costume créole, instrument de résistance. Manuela, je vous apprends peut-être pas quelque chose. Cette dame, qui s'appelle Manjipon, on l'appelle Manjipon, mais elle a un autre nom, depuis au moins 4 ans, en tout cas ici, dans cette émission, elle valorise le costume traditionnel guadeloupéen. Elle n'a pas fait une entreprise, elle n'a pas encore fait une entreprise, mais ça viendra, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle valorise le costume guadeloupéen et c'est important, notre costume national, parce que on avait tendance à oublier les têtes marées, les robacos, etc. Et elle fait un travail extraordinaire, du même type que ce que vous faites, mais sauf c'est dans un autre domaine. Et c'est comme ça d'ailleurs, en Guadeloupe, il y a de plus en plus de gens qui valorisent des choses de notre pays, et ça c'est important. Mon Jupon, quelle est la définition des lois somptuaires dans l'économie? Alors aujourd'hui on va parler du costume et on va le détacher de sa matérialité fonctionnelle pour seulement l'envisager dans son acception de ce qu'il a à dire, dans sa définition symbolique, ce qu'il a à dire. Et forcément, on va parler des lois somptuaires et j'ai choisi de parler des lois somptuaires au mois de mai, maintenant, parce qu'on est dans un mois de mémoire, mois de résistance, et surtout pouvoir envisager ce costume comme un élément de résistance. Donc, les lois somptuaires sont des lois qui réglementaient et imposaient des habitudes de consommation. Ce qu'on devait consommer, ce qu'on ne devait pas consommer, et surtout la façon dont chaque catégorie sociale devait consommer, et comme on parle du costume, devait s'habiller. Donc ces lois servent principalement à mettre en évidence, à rendre service à l'ordre établi. Donc ce qui est, et la façon dont on doit s'habiller, presque la façon dont on doit penser. Donc loi on n'est pas loin. C'est un petit peu ça. S'habiller, c'est une façon de dire, donc une façon de penser. Donc, on va très loin dans la discrimination. Donc, les lois somptuaires, on les appelle aussi lois discriminatoires. Le terme n'est pas trop fort. Et ces interdictions des lois discriminatoires vont frapper essentiellement les libres de couleur. Parce que eux ont la capacité de... Donc, les libres de couleur, en leur interdisant de s'habiller pour ne pas ressembler aux blancs et principalement aux blanches. Oui, aux maîtresses, entre guillemets. Voilà, les maîtres. Mais surtout, il est intéressant de voir à quel point les femmes ont attisé, ont alimenté ces lois discriminatoires parce qu'elles avaient vraiment peur que les libres de couleur, les mulâtresses en particulier, ne puissent leur faire ombrage. Et alors, quelles sont les conséquences de ces lois? La conséquence, l'a trouvée, plus on interdit, plus on a envie de braver cette interdiction, puis on a envie de la contourner, puis on a envie de la détourner. Et ce qui est intéressant, c'est que ce costume que nous portons, il naît justement du fait de contourner, de détourner ces lois somptuaires qui interdisent aux libres de couleur de porter chapeau, bijoux, tissu fin. Donc, la conséquence, c'est pour tuer, justement, c'est toute envie, toute tentation de porter bijoux dentelle, les lois somptuaires apparaissent et elles sont édictées en 1785 par le gouverneur Esteban Rodriguez Mijo et appelée loi Tignon. Loi Tignon, c'est une coiffe, alors, de façon populaire, on l'appelait loi Tignon, en référence à une coiffe que portaient les femmes, une coiffe qui ressemblait un petit peu à celle que je porte aujourd'hui, pointue, qu'on porte encore en Louisiane, et loi qui interdisait de porter ce tignon. Parce que, oui, les femmes n'avaient pas le droit de porter le chapeau. Elles ont détourné cette interdiction en créant des coiffes, mais les coiffes ressemblaient au chapeau. Les coiffes étaient faites avec des tissus fins, donc forcément, les coiffes étaient, elles aussi, interdites et frappées de cette loi discriminatoire. Donc, les lois somptuaires interdisent aux mulâtres, aux Indiens et aux nègres de tout sexe
c'est bien spécifié, de porter tissu fin, chapeau, dentelle et bijoux. Donc, les esclaves transbordés, migrants nus, et selon l'expression employée par Édouard Glissant, le culte de l'habillement prend valeur de conquête sur l'adversité. Le culte de l'habillement devient résistance. Et ce costume, il est résistance. Parce que tu braves une loi, ne crois pas qu'on te dit enlève ton costume, tu es puni. Oui. Et les femmes ont bravé sans arrêt, quotidiennement, jour après jour, cette interdiction en bravant, en portant des costumes, en créant des costumes, en détournant les lois pour aujourd'hui qu'on puisse avoir ce costume que nous portons. Donc cette transgression, j'ai presque envie de dire, c'était une façon de s'opposer et de donner un saut dématé à cette loi discriminatoire et qui était un nouvel enfermement par rapport à l'esclavage, à la condition de servilité que les libres de couleur venaient de quitter. Donc, l'impact, la façon la plus significative est ce costume créole qui apparaît, qui évolue, qui s'enrichit et qui, ma foi, est une reconquête d'esclaves arrivés nus à la reconquête d'une existence sociale. Ce costume, nous devons le voir aujourd'hui comme cela. Et avant de terminer, pour conclure, j'ai envie de dire à tous ceux qui regardent cette chronique, n'oubliez jamais que notre costume créole est cousu dans l'étoffe du refus de l'acceptation de ces lois discriminatoires, cette iniquité de traitement réservé aux libres de couleur. Il porte dans ses plis le résultat d'un combat âpre au quotidien qui s'achève en donnant corps à des modes nouvelles et confluentes. Nous devons toujours garder en mémoire que notre costume n'est pas simplement une pièce de vêtement dans les bagages des tribulations de l'histoire coloniale. Il est la signature de l'abnégation dans la lutte de défiance des lois somptuaires. Ce costume est une perle rebelle qui est sédimentée dans la rivière de larmes, de sang, de culot, de toupet et toujours dans le refus de la soumission. C'est vraiment cette définition que je voudrais aujourd'hui que tous ceux qui nous regardent gardent de ce costume. Il n'est pas qu'une pièce de vêtement. Oui. Il est le refus de la soumission. Y est crevé, oui. Pas qu'empêcher coq continuer goumer. Ça, c'était le proverbe de Jupon Jodelin. Effectivement, juste un petit point avant de passer à la prochaine pub, c'est que ce vêtement a été créé dans les conditions de l'esclavage par ces femmes qui ont refusé ces lois qui ont refusé les lois, voilà. Et finalement, elles sont arrivées entre guillemets nues, et finalement, elles arrivent à créer un costume. Absolument. Et qui faisait envie aux maîtres, enfin aux maîtresses. Aux maîtresses, surtout. En fait, les lois somptuaires, voulait dire, je passe par un résumé un petit peu lapidaire, on vous empêche d'être trop beau, trop belle pour ne pas faire de l'ombre. Oui. C'est ce que ça voulait dire. Je trouve que c'est encore plus parlant. Alors bien sûr, au-delà du fait que de toute façon, on sait qu'on a un peuple de combattants et qui ne se laisse pas faire, mais c'est très parlant de voir à quel point la peur des maîtres et des maîtresses en face allait jusqu'au fait de vouloir les brimer au niveau de leurs habits. C'est quand même c'est profond et c'est vicieux. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est le rôle des femmes dans cette résistance. Tout à fait. Parce que qui avait le plus besoin d'être beau et de s'habiller, c'était les femmes. Oui. Et c'est surtout elles qui ont porté ce combat au quotidien, jour après jour. C'est, voilà. Et ça s'arrête pas aux vêtements, ça allait au-delà, puisque les bijoux, c'était pareil. Ah oui, c'est-à-dire quand je parle du vêtement, je parle de tout. Le vêtement, la coiffe, les bijoux. Le paraître, quoi. Tout le paraître, quoi. Alors, le paraître, mais c'est surtout tout dire... On est arrivé nus, on est habillés et on vous fait voir que nous sommes habillés. Ouais, et mieux qu'il y a. Voilà, c'est ça. Voilà, il est 13h27 pour la deuxième pause et on continue avec la suite des aventures culturelles du mercredi dans le ZCN News avec Jocelyne Boucaud. Elle est déjà là, oui, déjà et Martine Fazer. À tout de suite après la pub. Il est 13h33 exactement. 3 femmes sur le plateau. Manjipon qui était déjà là, il restait, et nous demandait de rester. Jocelyne qui est arrivée. Bonjour Jocelyne. Bonjour
Dani. Bonjour Et Martine la José. Martine, pas la Martine, quand on dit quoi? Martine, la Martine. Oui, je peux dire la Martine, hein, finalement. La Martine, en région, bah oui, effectivement. C'est la Martine, hein, c'est Victor Hugo. Mais non, pas Victor Hugo. Jean-Pierre Victor Hugo, et on va souhaiter, c'est un raciste. Bon, alors, on commence par Jocelyne, bonjour. Bonjour Danick, rebonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10, de la C10 FM Tu nous as manqué, et tu de sais. RHT. Merci de me le Mais dire. c'est vrai. Mais non, le Ça maire me fait Cody, mais non, mais le maire Cody, on a l'habitude de rencontrer ou bien Mangipon, ou bien la Martine, Ou bien Coco et Zabouiko. et Coco Isabuko. Et Coco Isabuko n'était pas là. Bon, tu es revenu. Générique, c'est parti. Bien, alors aujourd'hui, c'est quoi le sujet? Eh ben, aujourd'hui, je vais parler de l'encre, symbole religieux ou effet de mode. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'encre, c'est la croix égyptienne. Et pourquoi j'ai voulu faire ce sujet? J'ai toujours un petit fil conducteur parce que je voyais cette croix, elle m'intriguait et je posais des questions. Est-ce que vous savez d'où ça sort? Qu'est-ce que ça représente? Et beaucoup de personnes... Enfin, une grande partie me disait qu'ils ne savent pas, ils portent parce que c'est la mode, parce que c'est joli, parce que pour eux, ça a un rattachement à l'Afrique, mais sans plus. Et donc, ça m'a un peu titillé. Il faut savoir que l'encre, ça vient de ces Égyptiens et ça veut dire « je suis » ou la vie. Donc, je suis, ça se rappelle, on rappelle un peu les termes qu'on peut trouver dans la Bible, dans Genèse, « je suis la vie ». Donc, voilà, c'est ce que ça signifie l'encre. Avant de commencer, je voudrais dire qu'il y a plusieurs signes et symboles qui se rapportent à l'encre, comme le symbole féminin, qui est exactement pareil. Il y a le symbole de Pallas Athénée, l'astéroïde et la déesse romaine, et aussi la poupée de la fertilité qu'on trouve chez Jacinthe. Donc on voit bien la forme toujours soit ovale ou soit ronde et avec un corps en forme de croix. Voilà, donc c'est vraiment les parentèles de ce symbole qui toujours se rapporte à la féminité, à la reproduction, à la vie, à la continuité de la vie. Donc, on ne peut pas dire depuis quand, on n'a jamais pu définir à quel moment vraiment l'encre a été reconnue, mais on le situe il y a à peu près 5000 ans. 5000 ans qu'il a... Avant Jésus-Christ. Oui, 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc, il faut dire. Oui, je vais Parce le que dire. les dire Jésus-Christ, on va croire à Jésus-Christ, et il faut pas oublier que quoi, la terre existait avant Jésus-Christ. Voilà, donc il y a 5000 ans avant Jésus-Christ. Et dans la symbolique de l'encre, quand on voit vraiment, on voit que c'est une croix avec un cercle. Il y a plusieurs interprétations. Donc, je vais en parler de quelques-unes. En général, le cercle représente le monde céleste que seuls les morts peuvent franchir. Et la croix, c'est soit le cheminement qui mène à ce monde céleste, ou bien l'horizon qui fait que aussi le soleil, qui peut représenter ça, fait son cheminement sur Terre. Mais il y a toujours un symbole d'éternité dans ce bijou. Et il y a d'autres personnes qui vont vraiment encore plus loin. Donc, ils représentent encore le rond qui représente, enfin l'ovale qui représente le domaine divin, vraiment accordé aux dieux. La ligne verticale représente le chemin terrestre et la ligne horizontale, et c'est la ligne d'horizon, c'est-à-dire que vraiment on voit au-delà. Donc, et l'intersection qui est vraiment un nœud d'énergie qu'on appelle en général le nœud d'Isis, et c'est là où s'était concentré le tout et son contraire, et ça faisait une union, c'est-à-dire que vraiment c'est l'équilibre des deux, un peu comme dans le yin et le yang. Donc voilà, c'était vraiment une des interprétations. Et l'encre aussi a une définition par rapport à la couleur. Donc, il y en avait qui étaient en bleu, définis aux dieux. Il y en avait qui étaient en or ou en jaune, qui représentaient la Haute-Égypte. D'autres étaient en vert, qui étaient représentés pour le Nil, la Basse-Égypte, et qui représentaient le nord. L'argent brillant, c'était vraiment la référence des personnes qui vivent sur Terre, et quand l'argent était oxydé, c'était dédié aux morts. D'ailleurs, les Égyptiens, dans leur rite, quand quelqu'un mourait, soit ils mettaient l'encre ou ils le peignaient sous son front, pour pouvoir l'éclairer sur son chemin de vie, parce que pour les Égyptiens, il y avait une vie après la vie. Ou bien, ils le mettaient à ses pieds pour pouvoir lui servir de protection. Et
les pharaons avaient cet attribut avant que le peuple puisse le porter. Les pharaons avaient cet attribut parce que pour eux, c'était un don des dieux, dont Isis, Mat, Sekhmet et tout. C'était vraiment le don des dieux fait au pharaon qui, à son tour, devenait Dieu sur terre. Donc voilà. Et ensuite, par la suite, la population a été amenée à porter, la population égyptienne, bien sûr, a été amenée à porter la croix ankh normalement. Et il faut voir que dans la croix ankh, ils s'en servaient comme allumette. Donc, amulette. Donc il y avait ceux qui s'étaient en métal, c'est vraiment une amulette au quotidien, une portée sur soi, et tous celles qui étaient en bois ou en terre servaient à la protection de la maison. Et ensuite, ceux qui étaient en verre, c'était pour les personnes ésotériques, c'est-à-dire que dans le sens caché, ça leur permet d'entrer en connexion pour pouvoir aller dans une autre dimension, pour pouvoir demander soit la santé, autre chose, mais pour se connecter au Dieu. Voilà les différentes significations et les différentes couleurs que pouvait apporter l'encre. Il faut savoir que aussi ce symbole est passé d'une religion à l'autre. De la religion égyptienne, ensuite elle a été prise par la religion, enfin par les Coptes. Je précise, les Coptes, ce sont les premiers chrétiens d'Égypte. Il faut savoir que le symbole de la chrétienté à Rome et même en Europe, c'était le poisson. Le poisson, c'était vraiment le symbole des chrétiens, c'est le signe de reconnaissance. Et c'est Constantin Ier au IVe siècle qui, après avoir vu un songe d'une croix, a décidé de changer le poisson en une croix. Mais au Moyen-Orient, la croix il y avait un petit litige quand même. Donc ils ont décidé de prendre l'ankh, qui est normal, l'ankh avec la goutte d'eau, et ils ont juste fait, au lieu que ce soit ovale, ils ont mis un rond à la place de la tête. Pourquoi? Pour eux, c'est le fait une vie. On meurt en Jésus-Christ, on meurt au monde pour pouvoir être dans la résurrection en Jésus-Christ, une vie éternelle. Donc le rond, c'est ce que ça précisait. Donc les Coptes, ils ont adopté cette croix et on voit différents modèles de croix coptes, voilà, pour dire vraiment que voilà, c'est leur signe de ralliement, différent de ceux de la croix latine. Et donc cette croix, il l'appelait la cruz ansata, la croix en C ou la. Voilà. On peut dire aussi que il y a d'autres peuples aussi qui ont adopté cette croix en C. Donc, on va parler des Turcs en Anatolie, en Crète. On va parler aussi en Syrie et en Canaan, où vraiment ils faisaient le symbolisme de l'ankh à côté de leur dieu. Et en Afrique, c'est pas toute l'Afrique qu'il y a eu. En Afrique, on peut retrouver la croix en C, l'ankh, chez les Peuls, à Douala, dans le royaume mérotique du Soudan, et même chez les Ashanti, avec même une référence à la poupée de la fertilité. Donc, et chez ces peuples africains, l'ankh symbolisait la vie, le soleil, l'eau, tout ce qui vraiment permet de continuer de se perpétrer dans ce monde. Et c'était très important. Donc maintenant, on peut voir que quand même, c'est l'un des seuls symboles qui a duré, enfin de moins de 5000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant, on retrouve l'ankh. Beaucoup de symboles avec la fin du paganisme, avec la chrétienté, n'ont pas survécu. Il n'y a que l'ankh qui a survécu à ce chemin. Donc on peut aussi trouver maintenant, depuis le 19-20e siècle, il y a certaines personnes qui ont fait revenir l'ankh. On a vu vraiment qu'il y avait une apogée dans les années 60-70 avec les hippies. Pourquoi? Parce qu'ils ont détourné en disant oui, c'est la prospérité, c'est contre le mauvais œil. On a un peu banalisé l'ankh. Ensuite, ça a disparu. Et maintenant, on le revoit depuis 5-10 ans sur les t-shirts, dans les bijoux, en tatouage. Donc, les personnes reviennent et donc, ça peut être aussi porté de manière esthétique par ces personnes qui ne savent pas. Mais il y a d'autres personnes un peu plus éclairées et veulent en faire une identité culturelle, dont les Kémètes. Je rappelle que Kémet veut dire terre noire ou la terre du peuple noir. C'est-à-dire ça se rapporte encore aux anciennes religions égyptiennes. Donc les Kémètes, eux, en font vraiment une identité. Mais partout, on voit les artistes, les chanteurs, les sportifs refont vivre qu'ils soient noirs ou blancs, refont vivre vraiment ce symbole. Et
D'ailleurs, on a même fait un film avec David Bowie et Catherine Deneuve, c'est The Hunger qui est sorti en 1983, où l'encre, qui est normalement un symbole de vie, l'encre était prolongée d'un poignard et ça servait à des vampires à aspirer le sang. Voilà la manière dont on a détourné encore l'encre. Il y a plusieurs symboles à ça. Donc maintenant, il est important que les gens qui portent l'encre, c'est vraiment un canal puissant, puisqu'un canal énergétique considéré par les anciens Égyptiens comme un canal énergétique puissant, sache vraiment en conséquence de cause qu'est-ce qu'il porte. C'est-à-dire, je porte l'encre de manière décorative, mais je sais son histoire. Et ça, c'est important. On ne peut pas porter quelque chose. Et on le voit partout, c'est dévoyé. Enfin, c'est peut-être bien aussi, puisque c'est la diffusion. Mais il faut vraiment connaître l'histoire, parce que quand on sait, quand on a le savoir, on a le pouvoir. Voilà, merci Jocelyne pour cette démonstration sur l'encre que je ne connaissais pas, mais si j'étais gentil, la connaître. Parce que je rappelle que notre ami Jean-Luc en a beaucoup parlé il y a quelque temps, et c'était un éclairage qui était nécessaire. On passe tout de suite à la chronique martinienne. Il y a un film avant. Il y a un film avant? Il y a un petit film. Alors le petit film avant, le générique, le générique d'abord. Générique, petit film et Martine. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Marielle Kafafa, musicienne, artiste plurielle, chef d'orchestre en un mot, mais pas que, puisque je suis également danseuse et chanteuse lyrique. En voilà déjà une panoplie d'expertise que vous avez, Marielle. Je suis ravie de vous recevoir dans mon petit magazine aujourd'hui. Vous êtes dans le CSM. Le CSM, c'est la culture selon Martine. Que pouvez-vous nous raconter sur vous-même, votre histoire et ce que vous faites? Beaucoup de choses. Alors j'ai oublié à l'instant de dire que je suis également pédagogue. Et pour moi, c'est très important la question de la transmission. Je suis de passage en Guadeloupe après 22 ans d'absence, puisque j'ai quitté la Guadeloupe à l'âge de 14 ans pour faire mes études musicales dans l'Hexagone. Voilà. Et pendant des années et des années, j'ai énormément étudié, pendant de très longues années, dans de nombreuses structures, dans de nombreuses institutions, tout en travaillant, puisque j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Tout de suite, dommage Martine, on n'a pas pu mieux entendre cette dame. Alors de quoi elle parlait? Bonjour tout le monde. Je suis vraiment désolée que nous n'ayons pas pu passer cette vidéo. Il y a un petit problème de son, mais je voulais vraiment vous faire passer cette dame. Et puis, j'ai pas dit bonjour à toutes les copines qui sont là et à tous les fan clubs. Et j'espère que si Marielle, elle regarde sa famille, ils ne m'en voudront pas trop. On va réparer cela. Alors, pourquoi j'ai voulu vous passer cette petite vidéo en première partie? Parce que cette jeune femme que j'ai rencontrée est une femme extraordinaire. Et comme tu sais, j'aime bien de temps en temps présenter des personnalités noires. Et là, il se trouve que c'est une personnalité noire, elle est guadeloupéenne, en plus elle est belle, elle est jeune, elle est en activité et elle fait des choses extraordinaires. Elle a donc dans son parcours, depuis très jeune, elle s'est dirigée vers la musique, mais aujourd'hui, Marielle est à la fois chef d'orchestre, c'est si rare dans le milieu féminin. Chef d'orchestre? Oui, si rare dans le milieu féminin qu'il faut le noter. Elle est auteure, puisqu'elle écrit des ouvrages sur le décryptage de la musique, sur la recherche musicale. Elle est aussi chanteuse soprane, puisqu'elle a fait des études pour cela. Elle est aussi danseuse. Et elle danse très très bien et elle est aussi pédagogue puisqu'elle elle instruit et elle accompagne dans le milieu de la musique. Donc comme elle le disait dans ce reportage, dans cette petite vidéo, elle est venue en Guadeloupe après 22 ans d'absence. Elle a fait un parcours sans faute de travail acharné pour obtenir l'expertise de tout ce que je viens de vous préciser. Et au décours de ça, bien sûr, elle est demandée partout.
Et j'ai eu le bonheur de la rencontrer, puisque je ne la connaissais que sur Internet, mais j'ai eu le bonheur de la rencontrer lors d'un événement qui vient de se faire au Moule, qui s'appelle Opéra Mémoire, et où elle était présente aux côtés de Jean-Michel Lesdel, puisqu'il y avait une caméra, celle de FR3, qui la suivait sur tout son parcours, ce retour au pays, et qui l'a suivie sur également un certain nombre d'événements sur lesquels elle était invitée. Et c'est une femme tellement charmante, tellement humble, tellement simple qu'on se dit, mais comment dans un petit concentré de bonnes femmes comme ça, on peut avoir une telle capacité et une expertise sur tant de domaines que ça valait le coup d'en parler. Donc j'ai fait plusieurs captations sur elle. J'espère que je pourrai vous les montrer au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai mis épisode 1. On va essayer de réparer ça et vous présenter Marielle au fil de plusieurs épisodes dans tout son travail et son attractivité. Voilà, c'était le petit clin d'œil, donc une personnalité à rencontrer et à suivre parce qu'elle est demandée déjà partout. Donc à nous de la suivre aussi en Guadeloupe. Petit agenda ? Tout de suite. On y va tout de suite. Alors, un agenda qui nous amène sur quelques dates. On va commencer par celle du 26 mai, tout de suite. C'est la 10e fête de l'estampe qui se poursuit en Guadeloupe et c'est à l'Ars-en-Mel, hein, ce lieu d'exposition et de galerie qu'on connaît et qui fait de plus en plus parler de lui. Donc, c'est l'atelier gravure qui s'appelle Amalta Planète, c'est dur à dire, et l'Ars-en-Mel qui nous donne rendez-vous ce jeudi 26 mai de 10h à 15h pour une sorte de brunch vernissage autour de cette 10e fête de l'estampe. Donc, beaucoup d'artistes ont participé à cette fête et seront présents. Quelques artistes que vous connaîtrez sans doute, comme Étienne Rousas, comme Abda Faye, J, qui est donc la patronne de l'Ars-en-Mel, Nadine Henry et d'autres encore. Donc voilà, c'est une journée pour rencontrer ces artistes et pour voir cette exposition de l'estampe qui dure jusqu'au 4 juin prochain. Et l'Ars-en-Mel, c'est au Gosier pour ceux qui ne le sauraient pas, sur la route de la Riviera. Je poursuis avec un show mode. Alors, il y a beaucoup de choses qui circulent en ce moment, mais bon, je suis obligée de sélectionner quelques-unes d'entre elles. Ne m'en voulez pas, puisque quelques personnes m'ont fait grief et elles se reconnaîtront de ne pas les citer dans mon agenda. Mandé Dani, qui déjà est d'une, pour moi, Nitigua Plistan, et qu'on sent qu'elle fait satisfait tout le monde. Mercredi 25 mai 2022, c'est maintenant, et c'est à 19h, et ça se passe à Grand-Bourg de Marie-Galante. C'est pour ceux qui seront là-bas. C'est un show mode gommage en recyclage, merci. Je le dis pas bien. Vous aurez compris qu'on récupère, on transforme et on fait du beau avec. Et vous voyez que la photo est déjà magnifique. C'est la 2e édition de ce show mode particulier et c'est sur la place de l'église à Grand-Bourg. C'est aujourd'hui. C'est à 19h pour ceux qui y sont. Ça sera autour d'une exposition artisanale, de gros cas, bien sûr de danse et d'autres petites douceurs. Il y a un numéro de téléphone qui est le 06 90 74 32 08. Je poursuis toujours avec cet agenda. On continue, mais ça, cette fois-ci, on parlait de recyclage. Eh bien, on y est. Et là, c'est du nettoyage, parce que souvent, pour recycler, il faut ramasser des vieilles choses. Parfois les jeter, parfois les bénir, mais parfois, ça, on les recycle. Et c'est une journée de nettoyage qui se tient au Moule, sur le littoral où je me situe, justement. C'est donc le nettoyage du littoral moulien. Ça va de la cité Cadenet jusqu'au port à la sortie du Moule. Donc, c'est l'association Éclat de quartier dont je suis présidente qui organise ça, accompagnée et soutenue par une association qui s'appelle Surf Rider, et qui est elle-même associée à Océane, qui est une grosse association internationale et qui œuvre sur tous les continents pour la propreté de nos océans et de nos littorales. Donc ça fait la 2e ou 3e édition que nous faisons avec eux et avec les habitants des quartiers et d'autres associations qui se joignent à nous pour nettoyer, bénir et ensuite on pèse la quantité de ce qu'on a ramassé pour essayer de faire prendre conscience à chacun que nous sommes maîtres aussi de la propreté de notre pays. Voilà, donc cette journée se tiendra demain, jeudi 26 mai, et c'est à 6h30. Et à la fin, bien sûr, il y a une petite collation, tous ensemble, après avoir bien travaillé. Et la ville sera un peu plus propre. Allez, après avoir ramassé, je chante. Et je chante avec qui ? Avec Jocelyne. Avec Florence, pardon. Je regardais Jocelyne, tu vois. Et du coup, elle m'a troublée en regardant Jocelyne. Avec Florence Napri. Avec Florence, à qui je fais un petit coucou. Donc, atelier de chant, mais pas que, dit-elle.
Chanter, c'est baille-fosse. Chanter et parler, c'est prend-fosse. Donc, autour du chant, il y aura donc tout un aménagement de ce que le chant peut nous apporter. C'est ce samedi 28 mai et c'est de 14h à 18h. Et figurez-vous, c'est où? C'est au Moule. Je n'y peux rien. C'est comme ça. Section Gondrecourt, c'est dans un atelier de musique qui s'appelle Thésard. C'est magnifique. C'est un lieu dont j'ai déjà parlé parce qu'ils font à la fois un lieu de culture de plantes et en même temps, il y a une école de musique avec des personnes vraiment un peu, je dirais, décalées, mais extraordinaires, et qui apprennent la musique aux enfants avec des méthodes, avec un espace ouvert extraordinaire. Donc ce samedi 28 mai, retrouvez Florence Napri, donc de 14h à 18h, les places sont limitées, c'est payant, inscription et information au 06 84 49 91 20. Chère Florence, allez. On parlait tout à l'heure des kémettes. Eh bien, cette fois-ci, on va aller faire un petit tour en Afrique, mais en restant en Guadeloupe, avec Care Africa. C'est le nom de cet événement sur une journée autour de l'Afrique qui va se tenir ce samedi 28 mai avec des stages de percussion africaine, traditionnelle, avec également des stages de danse traditionnelle également d'Afrique de l'Ouest, avec également des concerts, bref, toute une série de petits événements dans cette journée pour vous permettre de découvrir ou de redécouvrir, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou que ce soit des traditions, des instruments et une manière de vivre également autour de cette journée Cœur de l'Afrique, Care Africa. C'est le samedi 28 mai. Et donc là aussi, je vous donne un numéro de téléphone, ça se tiendra au Gosier. C'est un infoline 06 90 50 41 30 et où vous aurez tous les renseignements. C'est à Saint-Félix au Gosier. J'ai encore un peu de temps pour vous donner 2-3 lieux, mais oui, j'ai du temps. 2 minutes. 2 minutes, eh ben, c'est du pipeau tout ça, 2 minutes. Facile, fastoche. Pourquoi? Parce que je vais parler de Pipo Gertrude, bien sûr. Et Pipo Gertrude, il est en concert, il est reçu au travers de ce fameux, comment dirais-je, cette fameuse... présentation qu'est Tempo Jazz Créole. Ils invitent Pipo Gertrude et ça c'est le 3 juin prochain. Il est accompagné de trio mais qu'on n'a plus à présenter. Que dis-je lorsque je parle de Alex Bernard qui est contrebasse, Jean-Michel Lesdel, encore lui, toujours lui au piano et à la batterie. Non, Jean-Michel Lesdel c'est piano. Ah, c'est Michel Lesdel, oui. Jean-Michel Lesdel c'est le piano, je confirme et je signe. Et Jérôme Castry, il est à la batterie, bien sûr. Donc une plénitude d'artistes que nous connaissons, que nous apprécions. C'est un dîner-concert. Et donc là aussi, un numéro de téléphone pour réserver, puisque c'est payant bien sûr. Vous pouvez payer sur place, mais c'est aussi en pré-vente, en appelant au 06 90 911 288. Voilà, un super concert en perspective avec des pointures que nous apprécions et que j'apprécie tout particulièrement. Allez, on continue puisqu'il nous reste très peu de temps. Une petite vente privée, là c'est aussi quelqu'un que j'adore. C'est Darius. Darius Grandisson, qu'on dit Daro pour son atelier. C'est un tourneur sur bois. J'avais déjà fait sa présentation également dans une précédente chronique. C'est quelqu'un qui a du génie entre les mains et d'une planche de bois, il en fait des trésors. Et donc là, il vous invite à son atelier, une vente privée. Ça a déjà commencé, ça va jusqu'au 29 mai, ça a commencé le 22, mais je suis sûre que vous trouverez encore de très très belles choses. Il est à Vonche, et donc là aussi, pour voir Darius, c'est rue Vétiver à Vonche, à Bémao. Un numéro de téléphone, je me rapproche, 06 90 35 04 97 pour des merveilles de bois tourné, et c'est, je suis certaine, une plénitude que vous allez avoir. Et je termine rapidement, je ne peux pas ne pas en parler, c'est Serenity Island qui est faite par Maïté Perrault, c'est la 5e édition, c'est resté aussi 2 années comme beaucoup de salons et de rendez-vous comme ça, sans avoir pu se tenir. Eh bien, elle fait son retour ce 4 juin, donc rendez-vous pour les acteurs du bien-être de Guadeloupe, et donc là, vous allez retrouver une 40aine d'exposants autour du bien-être, autour du corps, de l'esprit, du yoga, de la méditation, des alternatives, du massage, enfin tout ce qu'on peut faire pour se faire du bien, et de l'agriculture, du bien manger, avec des repas végétariens, conférences, ateliers, etc. Donc, et un concert de sonothérapie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben vous allez aller écouter, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, un prix d'entrée de 5 €, un infoline, 06 90 99 43 66. Et c'est à Jarry, c'est à l'espace Cheikh Boudou, et c'est au Bas-de-Lormet. Ok, voilà. Bien, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie, mesdames. Jocelyne la revenante. Ah, oui, le Covid m'a épargné. Oui, non, bon, enfin, bon, tant mieux. Jojo qui est avec nous
tous les 15 jours, Martine tous les 8 jours, et d'autres invités qu'on a eu en début du ZCL, Bergina Frédéric, secrétaire du MION, pour une manifestation qui se tient ce soir à Bemao, à Moudong. André Palamède est venu parler du centre social de Moudong. C'est quelque chose de tout à fait particulier que la CAF a lancé ces temps-ci. Manuela Hernandez nous a parlé de l'échanson et du travail qui est fait autour de la valorisation des Roms et du Rhum. Guadeloupe, et José Turlepin, bien sûr, sous le vêtement comme le vêtement traditionnel, comme acte de résistance des femmes guadeloupéennes. Et on en sait quelque chose. On pense à Solitude, à Mao, Toto, etc. Martine et son show habituel. Et Jocelyne qui nous a parlé aujourd'hui du symbole religieux qui est, est-ce que c'est une mode, l'encre? Ben non, c'est pas une mode, c'est quelque chose qui remonte à plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, on se retrouve demain. Demain, c'est la veille du 27 mai, je vais connaître. Ah oui, le proverbe du jour. Au moment, c'est toujours au moment. Le sentiment maternel dure toute la vie, et c'est vrai, même les mots, poisson, j'ai eu toujours. Merci en tout cas à Didier Manette, à tous ceux qui font ce travail sur les proverbes guadeloupéens. Il bout toujours de l'art, la réalisation c'était Jordan, et demain, j'ai dit la veille du 27 mai, jour de mémoire, grande marche entre Petit Canal et Lamentin, 40 km, il faut avoir les jambes pour le faire, mais enfin, donc voici ce qu'on peut faire. Et puis il y a plein de manifestations dans pratiquement toutes les communes, à Saint-Claude, Bastet, à Trois-Rivières, etc. Parce que ces jours de fête nationale sont devenus très importants pour les Guadeloupéens, et c'est tant mieux, la mémoire ne s'évapore pas. Allez, nous allons faire et nous allons retrouver nous demain.